Carpentier, président du club Développement International, qui n'a ménagé aucun effort et que j'ai vu à la tâche pendant des semaines. Muriel Poulin, vice-présidente du club Développement International, qui est l'une des personnes qui a eu en premier l'idée de cette conférence. Fadila Oud, qui est le président du club Géostratégie. Monsieur Niam Kika, d'une manière particulière, qui a fait le déplacement depuis la République du Congo et qui représente ici la haute autorité de lutte contre la corruption. Nous savons qu'en Haïti, il y a beaucoup de problèmes de corruption en ce moment et depuis l'indépendance de ce pays en 1804. Merci spécial à Florina Mongou, qui est la responsable développement du cabinet Perroni Conseil. Un merci spécial également à Eric Vialatou, qui est au fond de la salle et qui nous salue de la main. La presse internationale décrit Haïti comme un véritable enfer, et pour cause. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de débuter cette conférence à la manière d'un conte de fées, en vous servant les paroles mielleuses d'un grand chanteur-compositeur haïtien du nom d'Ansi Desroses, qui dans sa célèbre chanson Anacarona, je cite, disait « Quand le bon Dieu était petit, il désira un joyau de pays. Alors il créa Haïti, le soleil et l'amour. » Fin de citation. Et Ansi Desroses a raison de décrire ce pays comme un joyau de Dieu et de le faire tutoyer le soleil et l'amour. En effet, le nom Haïti, sous sa forme complète, longue, se dit Haïti Kiskeya Boyo. Et dans ce triptyque, Boyo signifie chez nous. Haïti signifie terre montagneuse, terre haute, c'est-à-dire, à mon sens, je l'ai toujours vécu comme tel, camaraderie avec les cieux, à l'instar du soleil. Et Kiskeya signifie mère de toutes les terres, c'est-à-dire porteuse d'une énergie créatrice, d'une énergie de grande tendresse, de grande fécondité, d'une énergie féminine d'amour. Voilà le haut et le beau sens qui se cache derrière ce mot d'Haïti, aujourd'hui galvaudé, et qui contraste tellement avec la situation de décomposition sociale et politique dans laquelle elle se trouve, avec au passage l'avènement d'actes de barbarie sur la place publique, ce qu'on appelle aujourd'hui en Haïti le bois calé, c'est-à-dire le peuple qui se défend contre les gangs, ce qu'on appelle les gangs, moi j'appelle les groupes armés illégaux, et qui commettent des actes, on va dire, de légitime défense contre ces gangs-là sur la place publique. Donc on a vraiment des actes de barbarie. Mais malgré tout, je pense que ce pays mérite son nom, car c'est l'une des plus belles terres du monde de par son histoire, on va en parler, qui d'ailleurs pousse les Haïtiens à l'école, on n'arrêtait pas de le dire, à considérer qu'ils ont inventé la liberté, la vraie liberté. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et elle est l'une des plus belles terres du monde aussi, de par les promesses qu'elle porte, parce qu'elle a des potentialités énormes. Et là, je parle de la destinée d'Haïti. Et à cet égard, je reste animé d'un optimisme radical pour son avenir prochain et pour son avenir lointain. Donc comment, par cet optimisme radical, on peut passer d'un passé fabuleux, voire héroïque, à cette promesse d'un avenir radieux, quand le point de jonction entre les deux est le plus sombre. Et ce sera le fil qui va nous permettre de dérouler notre plan. On va dans un premier temps parler du passé et de l'histoire d'Haïti, les apports d'Haïti au monde et ses liens forts avec la France et la francophonie. Ensuite, on parlera du présent, c'est-à-dire la crise actuelle, qui est une crise totale et structurelle, à la fois politique, économique, sociale et sécuritaire. Et ensuite de l'avenir, c'est-à-dire des perspectives de développement. Passé et histoire, les apports d'Haïti au monde et ses liens forts avec la France et la francophonie. Je vais essayer de faire court parce que, comme je connais ce pays, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc j'ai fait tout mon cursus primaire, secondaire, jusqu'à la terminale dans ce pays. Donc je connais très bien son histoire. J'ai été bercé par son histoire, donc je vais essayer d'aller vite parce que j'aurai beaucoup de choses à dire. Donc Haïti est situé dans le golfe du Mexique. Donc nous avons l'île d'Hispaniola qui comprend Haïti et la République dominicaine. Donc nous voyons la proximité avec Cuba. D'ailleurs, il y a un point
du territoire haïtien qui s'appelle le Mont Saint-Nicolas, depuis lequel on peut voir Cuba sans mettre des lunettes. C'est la raison pour laquelle pendant longtemps les Américains ont toujours voulu le Mont Saint-Nicolas. Et au début du XXe siècle, ils ont essayé de prendre ce territoire Haïti. Et c'est grâce à un intellectuel haïtien, un homme politique haïtien de renom, dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Antédore Firmin, que cette, on va dire, cette prise de ce point important en matière de géopolitique n'a pas pu se faire par les Américains. Donc la République dominicaine juste à côté, Jamaïque et tous les pays de l'Amérique latine. Et on voit bien qu'Haïti, en tant qu'État indépendant, d'un point de vue linguistique, subit une sorte d'isolement. Parce que Haïti est le seul État francophone de ce golfe du Mexique. On voit aussi la proximité avec les États-Unis et Miami. Donc, en termes d'organisation administrative, quelques éléments. Donc, on a 10 départements. Port-au-Prince, c'est la capitale. Donc, on a un chef-lieu par département. Et on voit bien que tous les chefs-lieux de tous les départements en Haïti, ce sont des villes côtières. C'est important pour le commerce maritime. Donc, Haïti, c'est 27 750 km², 2 tiers de l'île d'Hispaniola. Un pays très montagneux, à 75%. Langue officielle, le créole haïtien et le français. Plus de 11 millions d'Haïtiens en Haïti et entre 3 et 4 millions d'Haïtiens dans la diaspora. En fait, les chiffres sont anciens, c'est la raison pour laquelle je pense que ces chiffres devraient être révisés, mais à la hausse. 150 000 dans les territoires français d'outre-mer, 62 698 en France, plus d'1 million aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force de la communauté haïtienne aux États-Unis. On peut voir, par exemple, dans un État dans une ville comme Miami, il y a 3 langues officielles, l'anglais, l'espagnol et le créole haïtien. Et dans les aéroports, vous verrez toutes les indications dans les 3 langues, c'est-à-dire anglais, espagnol, et pas créole, parce qu'il y a d'autres créoles, mais créole haïtien. C'est important de le signaler. Plus de 400 000 en République dominicaine, plus de 200 000 au Québec et plus de 200 000 au Chili. Donc, poids de la diaspora dans l'économie haïtienne. Donc là, j'ai pu trouver que les chiffres de 2021 et 2022, 3,41 milliards de transferts en dollars américains, donc par rapport à un PIB de 20 milliards. C'est-à-dire ça fait à peu près 20% du PIB. Capitale Port-au-Prince, régime politique semi-présidentiel ou parlementaire, selon les interprétations, depuis la Constitution de 1987, après la chute de la Maison du Bannier. Donc la monnaie, c'est la gourde, parité avec l'euro, donc ça vous pourrez trouver, c'est 136 euros, 136 gourdes pour 1 euro, et un peu plus de 130 gourdes pour 1 dollar. Donc le drapeau, le voici, c'est le bicolore. Vous avez le tricolore en France, nous on a le bicolore en Haïti, avec les armoiries, qui rappellent, et on voit le lien avec la francophonie et la France, qui rappellent la Révolution française. Parce qu'on a un palmis qui est l'arbre de la liberté, mais tout au sommet du palmis, vous avez le bonnet phrygien, qui rappelle la Révolution française. Parce que, on en parlera tout à l'heure, la Révolution haïtienne est très liée à la Révolution française. Devise, liberté, égalité, fraternité, l'union fait la force, et ensuite l'hymne national, c'est la destinée. On va aller vite sur ça. Les apports d'Haïti à l'histoire universelle. Déjà à la Révolution américaine, avant même qu'Haïti ne devienne Haïti. C'est-à-dire, ici, on parle des officiers ou des esclaves noirs qui ont été affranchis et qui ont pu intégrer l'armée française à partir des années 1780 et qui vont participer à une série de batailles dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine, mais sous le drapeau de la France. On a un nom célèbre, bon, on les appelait les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, on a un nom célèbre, je veux le souligner, qui est Henri Christophe, qui était un chasseur volontaire, qui deviendra général de l'armée indigène, puis président et roi d'Haïti, de 1807 à 1820. Donc les chasseurs volontaires, c'était environ 1500 noirs et métis de Saint-Domingue. Donc première contribution à une grande révolution de l'histoire des temps modernes. Ensuite vient l'indépendance haïtienne, dans le cadre ou à côté de la Révolution française. Et c'est en ce sens qu'il y a tout un débat autour de cette question, parce que l'un des sujets les plus récurrents
au baccalauréat haïtien, c'est ce fameux sujet, la révolution haïtienne est-elle fille de la révolution française? Certains disent oui, certains disent non. Donc parce que la révolution haïtienne a éclaté pendant la révolution française. Et on pourrait dire, pour ceux qui considèrent qu'elle est fille de la révolution française, dans le cadre de la révolution française, dans la mesure où ceux qui ont fait la révolution haïtienne se sont appuyés sur les valeurs proclamées par la révolution française pour justifier leur action. D'abord, dans un premier temps, leur demande d'une autonomie à la France, sous protectorat français, et ensuite l'indépendance haïtienne. C'était au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la dignité humaine. Ce qu'il faut retenir, en revanche, c'est que c'est très important, c'est un acte très révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité, l'indépendance haïtienne, qui intervient le 1er janvier 1804. C'est la première république noire libre au monde, 40 ans avant l'abolition de l'esclavage en 1848. Et plus de 150 ans avant les indépendances africaines. Donc la guerre d'indépendance a duré un peu plus de 13 ans, de 1791 à 1804. Et la bataille décisive s'appelle la bataille de Vertières, qui a eu lieu le 18 novembre 1803. Les grands noms de la révolution haïtienne, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, François Capois, dit Capois la mort, Boiron-Tonnerre, bien sûr, je ne peux pas tous les citer. J'ai mis 2 noms de femmes parce qu'il y avait, contrairement à l'armée française, il y avait des femmes qui étaient généraux dans l'armée haïtienne, comme Samnit Belair, qui est un général métis de l'armée haïtienne, et Marie-Jeanne Lamartinière. Donc c'est des femmes qui avaient des responsabilités au sein même de l'armée au plus haut niveau. Donc le sens de la révolution haïtienne. La révolution haïtienne a permis d'universaliser et de sincériser les valeurs de la révolution française, à saper les bases du système économique mondial, qui était fondé sur l'esclavage, et les conséquences sur l'économie française. D'abord, Haïti, il faut savoir, était la colonie la plus riche des Amériques, beaucoup plus riche, avec des exportations beaucoup plus élevées que celles des États-Unis. On l'appelait la perle des Antilles, et elle représentait 3/4 du commerce extérieur colonial français. Lorsque la révolution haïtienne a éclaté, vers les années 1802-1803, Toussaint Louverture proclame une première constitution et demande à la France que Haïti, à l'époque Saint-Domingue, puisse être autonome sous protectorat français, et que Napoléon se rend compte en 1803 que l'armée française ne pourra pas vaincre ce qu'il appelle les rebelles, puisque ce sont des généraux noirs et mulâtres de l'armée française, il ne faut pas l'oublier. Les généraux et les troupes armées haïtiennes, à l'époque qui n'était pas encore Haïti, étaient membres de l'armée française. Et Toussaint Louverture est un officier de l'armée française, qui devient général en chef et qui devient gouverneur général de la colonie. Donc pour la France, c'était une guerre de rébellion, même si pour Haïti, c'était une guerre pour accéder à l'autonomie et ensuite à l'indépendance. Donc Napoléon va vendre la Louisiane pour essayer de combler le coup dans les caisses de l'État français, parce qu'il faut savoir que cette guerre a été une guerre très violente. Les Haïtiens, ou Toussaint Louverture, lorsque Napoléon envoie son beau-frère, le général Leclerc, pour reprendre la colonie à Toussaint Louverture, et pas reprendre la colonie, puisque la colonie était encore française, mais pour destituer Toussaint Louverture utilise la stratégie de la terre brûlée, c'est-à-dire on met le feu à toutes les plantations et on met le feu à toutes les infrastructures de la colonie. L'idée, c'était de rester libre. D'ailleurs, le slogan était « Vivre libre ou mourir ». Et Henri Christophe, dont j'ai parlé, lorsque Leclerc décide d'attaquer le cap français, dont Henri Christophe était le commandant, il met d'abord le feu à sa propre maison, pour commencer. Donc, on a cette vente de la Louisiane par Napoléon aux États-Unis, à ce qui était les États-Unis à l'époque. Donc, il y a un professeur d'histoire caribéenne à l'université de Louisiane qui a fait plusieurs travaux sur le sujet, donc vous pourrez aller lire ce qu'il a écrit sur le sujet. Donc, c'est 20% du territoire actuel des États-Unis. 1825, il y a une indemnité de l'indépendance, c'est-à-dire pour compenser les pertes
causée aux propriétés des colons. Donc la France, en 1827, c'est-à-dire plus de 20 ans après l'indépendance haïtienne, a imposé le paiement d'une indemnité à Haïti, sous menace d'un blocus maritime et de bombardement. Cette indemnité a été payée par Haïti. C'est 150 millions de francs or à l'époque. Donc on actualise à l'époque, aujourd'hui, en somme versée, cela fait 560 millions de dollars. Et en coût, en matière de coût pour le développement d'Haïti, cela représente plus de 21 milliards, je crois. Et Haïti a mis plus de 150 ans à payer. Juste en 1883, on a payé la dette, c'est-à-dire le principal. Et ensuite, les intérêts de la dette qu'on a payés aux banques américaines et françaises, on les a payés jusqu'en 1952. Et beaucoup d'experts pensent que ça a pesé sur le développement d'Haïti. Bien sûr. Et c'est un débat qui est d'actualité dans la mesure où l'ancien président haïtien a, à la tribune de l'ONU, il y a quelques mois, soulevé la question lors de la dernière Assemblée générale. Donc il y a un livre intéressant sur le sujet qui s'appelle Les chaînes de la dette, Haïti-France, qui a été publié chez Gallimard. Et les auteurs sont Marcel Dorigny, qui est français, Jean-Marie Théodat, qui est haïtien et qui est professeur d'université et qui enseigne ici en France, d'ailleurs en région parisienne. Et le livre a été préfacé par Thomas Piketty, si vous voulez vous documenter sur le sujet. Les pères de l'indépendance haïtienne, donc Toussaint Louverture, qui est le précurseur, qui lui-même était esclave, a été affranchi, est devenu propriétaire d'esclaves et propriétaire de plantations. Et lorsque la révolte des esclaves a éclaté, Toussaint Louverture devait faire un choix. Est-ce qu'il se mettait du côté des propriétaires blancs, parce qu'il appartenait à la même classe qu'eux, ou est-ce qu'il se mettait du côté des propriétaires, des esclaves noirs révoltés, puisqu'il avait encore ses frères, ses cousins, ses relations, on va dire, presque familiales et amicales dans le camp des insurgés. Alors Toussaint Louverture va choisir de se mettre du côté des insurgés, mais le jour de la première grande révolte d'esclaves, en août 1791, Toussaint Louverture, avant la révolte, alors qu'il avait participé à la cérémonie du bois caïman qui va préparer cette révolte, il va prévenir son ancien maître, qui s'appelait à l'époque le Bayon de Libertin, et il va sauver toute sa famille, même si lui, il a continué à participer à la révolution et va devenir le chef de cette révolution-là. Mais je tiens à signaler ce point, parce que cela montre aussi qu'au-delà des grandes révolutions, au-delà de la violence humaine, il y a aussi les relations interpersonnelles. Parce que Toussaint Louverture a été affranchi par son ancien maître, qui lui aurait appris à lire et à écrire. On a Alexandre Pétion, qui est mulâtre, donc métis, et qui a été aussi l'un des chefs de la révolution, mais qui a été aussi un rival de Toussaint Louverture, parce qu'il y a eu pendant longtemps une rivalité entre les Noirs et les mulâtres dans le cadre de cette révolution-là. Ensuite, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, qui est le père de l'indépendance haïtienne, c'est lui qui va être le général qui va gagner la bataille de Vertières, qui va être le premier chef d'État haïtien. Ensuite, nous avons Henri Christophe, qui aussi est l'un des pères de l'indépendance. Donc là, j'ai mis un portrait de Toussaint Louverture. Donc tout à l'heure, on va s'attarder sur le cas de Henri Christophe. Ce que je peux dire de Toussaint Louverture, parce que Henri Christophe est très important, c'est que Toussaint Louverture a été un génie militaire exceptionnel, parce qu'il a non seulement battu les Espagnols, les Anglais et les Français, mais c'était un génie politique également, parce que lorsqu'il fait sa première constitution, il proclame l'autonomie d'Haïti, il propose à Napoléon la communauté française, qui est l'équivalent du Commonwealth. C'est-à-dire, nous, Haïtiens, on va avoir des lois spéciales, et on va rester dans le cadre d'une organisation globale dans laquelle on aura notre autonomie avec des lois spéciales, dont la première sera de dire que l'esclavage est à jamais aboli sur ce territoire de la République, sur ce territoire de la colonie de Saint-Domingue. Et Napoléon a refusé cette proposition de Toussaint Louverture, et c'est ainsi que Toussaint Louverture sera défait, arrêté, et il mourra en France de froid, on dit, et de chagrin, on dit, au Fort de Joux, dans le Jura, le 7 avril 1830. Mais il entre au Panthéon le 7 avril 2023.
Donc, une phrase célèbre de Toussaint Louverture, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par ses racines car elles sont profondes et nombreuses. Et c'est ce qui est arrivé avec Dessalines. Dessalines, qui a une vision beaucoup plus radicale de la révolution que Toussaint Louverture, qui va aller jusqu'à l'indépendance et qui va mener une guerre féroce contre l'armée expéditionnaire de Saint-Domingue. Il est né en 1958, esclave, il devient officier de l'armée française sous le commandement de Toussaint Louverture. Ensuite, à partir de juin, il prend la tête de la Révolution, c'est-à-dire lorsque Toussaint Louverture est arrêté. Il devient le général en chef de l'armée indigène, empereur d'Haïti en 1804. Constitution, il proclame la Constitution haïtienne de 1805. C'est une constitution impériale. Et il est mort assassiné le 17 octobre 1806. Il y a une petite Une erreur. 17. Non, c'est 1758. 1758. Voilà. Donc, bon, j'ai mis plusieurs citations de Dessalines, mais celle que je préfère, ce n'est pas une citation, en réalité c'est un article de la première constitution d'Haïti, la constitution de 1805, impériale de 1805. Il nous dit, toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dont le chef de l'État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Et parmi tous ces gens qui étaient connus au titre de cette constitution sous la appellation générique de Noirs, il y avait des Noirs, il y avait des Métis, mulâtres, il y avait aussi des Polonais, parce que les Polonais qui sont venus avec l'armée expéditionnaire à Saint-Domingue en 1802 pour défaire Toussaint Louverture, ils faisaient partie de l'armée expéditionnaire de Napoléon. Ils ont décidé, un contingent de 200 Polonais ont décidé d'abandonner la France et de se mettre du côté des Haïtiens. Et de prendre fait et cause pour les Haïtiens. On leur a donné des terres, on leur a donné la nationalité haïtienne. Et aujourd'hui, on a leurs descendants en Haïti, dans une localité qui s'appelle Casal, où vous verrez des gens qui ont la couleur de peau et les yeux bleus ou les yeux verts. Ils sont des métis parce qu'ils se sont mélangés à la population. Si vous allez à Casal, vous verrez ce type de profil. Et aussi, quand je vois cette disposition de la Constitution de 1805, je pense aussi aux conditions dans lesquelles est décédé Dessalines. Dessalines a été assassiné. Lorsqu'il a été assassiné, il était accompagné d'un officier de l'armée qui s'appelait Charles-Louis Marcadieu. Et Charles-Louis Marcadieu, il n'est pas noir, il n'est pas blanc certes, mais il est noir. C'est-à-dire c'est limite un blanc aux yeux bleus. Donc en réalité, à cette époque où la question raciale était au centre de toutes les préoccupations humaines, on avait quand même un État qui voulait dépasser, ou qui a tenté de dépasser cette proposition. Donc Henri Christophe, qui est très important, parce qu'on le décrit comme un monarque éclairé, il a créé un royaume en Haïti. Il a été président en 1807. Ensuite, il s'est fait couronner roi en 1811. Il est mort en 1820. Mais ce qui est important chez Henri Christophe, en tant que père de l'indépendance, mais surtout monarque, c'est qu'il a donné à Haïti un souvenir de grande prospérité. C'est-à-dire qu'il a été un tyran certes, mais un tyran éclairé. Et il a fait de grandes réalisations qui sont restées dans la pierre et qui témoignent de la grandeur de la destinée de ce peuple, je pense. Donc ça, c'est une phrase célèbre de Henri Christophe, on ne va pas s'attarder dessus parce que je qu'on passe, on va aller un peu plus vite. Donc on a des ouvrages qui ont été créés par Christophe, c'est par exemple la citadelle de la Ferrière, donc 900 mètres d'altitude, a été créée au 19e siècle, et c'est la plus grande forteresse du continent américain, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il peut habiter jusqu'à 5000 soldats. Donc on a ici des images de la citadelle de la Ferrière en Haïti, donc vous pouvez venir visiter. Des images, par exemple, c'est la citadelle de la Ferrière. Donc on a aussi le palais sans souci. Ça c'est toujours la citadelle de la Ferrière. Donc vous voyez, c'est magnifique. Donc vous êtes tout en haut. Sans souci. Donc je mets aussi des références à la citadelle de la Ferrière parce que vous avez l'hymne de la Coupe du Monde 2018, Carlos, qui a été faite par Jason Derulo, qui est un chanteur haïtiano-américain, dans lequel vous avez la citadelle de la Ferrière, parce qu'il est tout en haut de la citadelle de la Ferrière dans cette hymne nationale.
Voilà. Ici, on a le Palais sans souci, c'est une autre réalisation au XIXe siècle de Henri Christophe. Nous avons Alexandre Pétion, lui, esclave affranchi, officier de l'armée française. Il participe au congrès de l'Arcaïette et il va devenir le premier président haïtien et le fondateur de la République d'Haïti et du Sénat haïtien, parce que les premiers régimes étaient des régimes impériaux où on avait des rois. Mais ce qui est important, c'est que Alexandre Pétion est considéré comme le père du panaméricanisme, qui est le mouvement diplomatique, politique et économique et social qui encourage les relations et associations et coopérations entre États, entre les États d'Amérique, et en particulier de l'Amérique latine, qui a donné naissance à toute une série d'institutions financières et politiques. Mais pourquoi il est le père du panaméricanisme? C'est parce qu'Alexandre Pétion, bon, avant lui, Francisco de Miranda, est venu demander de l'aide à Dessalines pour pouvoir mener sa lutte de libération pour la Colombie, contre l'Espagne. Et le drapeau de la Colombie sera créé en Haïti, à Jacmel, dans ma ville natale. Et d'ailleurs, en ce moment, le président colombien est en Haïti, en train de visiter la ville de Jacmel dans le cadre de la célébration de cet événement et pour renforcer les relations entre la Colombie et Haïti. Alexandre Pétion et Simon Bolivar. Alexandre Pétion va donner un refuge, des armes, des munitions et des soldats à Simon Bolivar pour mener sa lutte de libération de la Grande Colombie, c'est-à-dire du Venezuela, de l'Équateur, du Pérou, de la Bolivie, de la Colombie. Et ici, j'ai mis un échange entre Alexandre Pétion et Simon Bolivar. Vous pouvez aller faire des recherches parce que ce sont des lettres qui existent. Il y a des archives où Simon Bolivar lui dit: dois-je vous faire savoir, dans un courrier, dans une correspondance, dois-je faire savoir, pardonnez-moi, que vous êtes le libérateur des miens, c'est-à-dire du continent? Et Alexandre Pétion de répondre: non, promettez-moi d'abolir l'esclavage partout où vous commandez. Donc, constitution haïtienne. Et cette idée de la défense de la dignité humaine a été portée par Haïti pendant tout le XIXe siècle. Parce que dans toutes les constitutions haïtiennes au XIXe siècle, il y a eu une disposition qui était récurrente. C'est qu'il fallait accueillir, donner les droits civiques à toute personne qui était opprimée, qui foulait le sol de la République d'Haïti. À partir du moment où vous êtes opprimé et que vous foulez le sol de la République d'Haïti, vous devenez automatiquement libre et titulaire de tous les droits civiques. C'est ainsi que beaucoup d'esclaves noirs américains au XIXe siècle fuyaient pour rejoindre le territoire d'Haïti. Les Juifs, à partir de 1830, les Juifs de Pologne, de Liban, de Syrie et d'Égypte trouvent un refuge en Haïti. D'ailleurs, il y a encore des familles très connues en Haïti qui sont arrivées à cette période-là. 1937, décret loi d'accueil et de naturalisation des Juifs fuyant le nazisme, et un décret loi même, et un décret en 1939, tenez-vous bien, qui octroie la nationalité par contumace et la citoyenneté haïtienne in absentia aux réfugiés juifs d'Haïti. Donc voilà l'apport d'Haïti politiquement dans l'histoire du monde. Et il y a aussi un apport intellectuel, parce que dès l'indépendance, les Haïtiens vont chanter la beauté et la grandeur de l'Afrique. Avec Oswald Durand, Massillon Kouakou, donc bien avant les penseurs de la négritude comme Césaire, Senghor ou Frantz Fanon. Et des travaux de réflexion visant à réfuter les théories racistes et à combattre l'impérialisme dès l'indépendance vont être menés par les intellectuels haïtiens. Nous avons le plus illustre, parce que je ne peux pas tous les citer, c'est un intellectuel haïtien incontournable, connu mondialement et à travers l'histoire, qui s'appelle Joseph Anténor Firmin, qui est aussi un homme politique, qui est aussi un militant politique remarquable, puisqu'il a pris les armes pour défendre son pays. Il ne s'est pas contenté, en fait, d'écrire des livres. Donc, 1850-1911, c'est un précurseur du panafricanisme, bien avant Cheikh Anta Diop. C'est aussi celui qui a écrit l'œuvre majeure de l'égalité des races humaines, publiée en 1885. 1885, alors qu'il était membre de la Société d'anthropologie de Paris. Donc, pour réfuter les thèses de Gobineau, qui avait écrit une année avant de l'inégalité des races humaines, pour prouver qu'il y avait une hiérarchie entre les races. Donc, cette théorie a été réfutée par Anténor Firmin. Donc, voici l'apport intellectuel majeur qu'Haïti a apporté à l'histoire du monde. Et ce qui est important, c'est que dans son livre,
donc j'ai pris une photo de l'une des premières pages du livre. Il nous dit, puis ce livre, là, comprenez bien, on est en 1885. C'est-à-dire dans un monde où on considère que le noir n'est pas un homme. Tous les pays africains sont colonisés. Et il y a des thèses qui sont développées par les intellectuels au sein de la Société d'anthropologie de Paris, dont Firmin fait partie, dont il est membre, pour expliquer que, en fonction de la taille des crânes, en fonction des traits du visage, telle race humaine est beaucoup plus proche du singe que de l'homme. Et au sein de cette même société qu'il a accueillie alors qu'il est noir, parce qu'il est libre, parce qu'il vient d'un État qui, exceptionnellement à cette époque-là, est indépendant, il va développer une thèse contraire et les affronter. Il fallait avoir beaucoup de courage. Et il écrit, ici, ça c'est l'une des premières pages du livre, avant ses réflexions, il dit « Puisse ce livre être médité et concourir à accélérer le mouvement de régénération de la race accompli sous le ciel bleu et clair des Antilles. Puisse-t-il inspirer à tous les enfants de la race noire répandus sur l'orbe immense de la terre l'amour du progrès, de la justice et de la liberté, car en le dédiant à Haïti, c'est encore à eux tous que je l'adresse, les déshérités du présent et les géants de l'avenir. » Voici ce que disait Antégan Firmin. Donc, maintenant on va parler un peu des liens avec la francophonie, du point de vue politique et littéraire. Donc le Code civil, nous on a hérité de Napoléon. Comme Haïti a occupé la République dominicaine a pris son indépendance d'Haïti. Donc Haïti a occupé la République dominicaine de 1820, je crois, si je ne me trompe, à 1844. Donc nous avons transmis aussi le Code civil à la République dominicaine, alors que c'est un pays hispanophone. Une littérature haïtienne essentiellement d'expression française. Pendant longtemps, les Haïtiens n'écrivaient qu'en français. Depuis peu, ils écrivent aussi en créole. Des personnalités haïtiennes de la francophonie, Michael Jean, haïtiano-canadienne, gouverneur général du Canada de 2005 à 2010 et secrétaire général de la francophonie OIF de 2015 à 2019. Dany Laferrière, écrivain haïtiano-canadien. Donc ils sont tous de nés en Haïti, en fait. Et ils revendiquent leur haïtianité, c'est important. Membre de l'Académie française, fauteuil 2 de l'Académie française. Le général de l'armée française, Thomas Alexandre Dumas, qui est le père de l'écrivain Alexandre Dumas, qui est l'auteur des Trois Mousquetaires. Donc, ça c'est Michael Jean, lorsqu'elle était gouverneur général du Canada. Ensuite, là, on a Dany Laferrière, avec son costume d'académicien. Il a une épée, cette épée, c'est l'épée de l'Egba. L'Egba, c'est une divinité, où on peut dire loi, où on peut dire aussi une énergie, du vaudou haïtien, qui est, l'Egba, c'est le dieu des ouvertures, le dieu des carrefours, celui qui trace, qui ouvre les portes. Voilà. Donc, quelques personnalités haïtiennes que j'ai mis, un rappeur français qui s'appelle Kevin James, que beaucoup de gens connaissent. Anne-Louise Mesadieu, qui est la 6e maire adjointe de Chaville, conseillère régionale d'Île-de-France, déléguée spéciale de la région au développement solidaire, chevalier des arts et des lettres, à Paris, en fait en région parisienne. Dieudonné Innocent, qui est maire de Villetaneuse, qui est en région parisienne également. Moi, je vous recommande des lectures. Il y a beaucoup de grands écrivains haïtiens qui écrivent en français. Après, moi, j'ai mes préférences. Ne m'en veuillez pas. Jacques-Stéphane Alexis, qui est d'ailleurs le descendant de Dessalines, qui a écrit Les Arbres aux musiciens et Compère Général Soleil, et il a beaucoup écrit également, c'est un écrivain majeur. Jacques Roumain, qui a écrit Gouverneur de la Rosée. René Depestre, qui a écrit Alléluia pour une femme jardin. Il faut vraiment lire ce livre. C'est de l'érotisme solaire. Et Adriana dans tous mes rêves, qui a, je ne sais plus si j'ai bien écrit au livre, je suis désolé s'il y a une faute d'orthographe. Adriana dans tous mes rêves, il a obtenu le prix Renaudot, et un écrivain majeur, Franck Etienne, qui a écrit Ultra Vocal et beaucoup d'autres œuvres littéraires. Une population majoritairement chrétienne, ça nous vient de la France, parce que les esclaves étaient obligés de se convertir à la religion catholique, mais en même temps une population majoritairement, pratiquant majoritairement le vaudou. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont à la fois chrétiens, catholiques, et à la fois vaudouisants. Qui vont aller à la messe le matin, à l'église catholique, et puis l'après-midi, qui vont aller à une cérémonie vaudou. Et qui croient aux deux. Ça il faut le retenir, et c'est ce qu'on appelle chez nous le syncrétisme religieux. Et ce syncrétisme religieux va très loin, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, bon, ça je vous ai mis quelques cathédrales en Haïti, ça c'est la cathédrale qui se trouve au Cap Haïtien.
C'est une cathédrale importante parce qu'elle a été créée en 1670, elle a été rénovée en 1861. Ensuite, sur le syncrétisme religieux, les énergies vaudou et les saints catholiques, ils connaissent. Ensuite, je vais prendre trois énergies ou trois divinités vaudou majeures. Ogou-Ferraille, par exemple, ce n'est pas une déesse, c'est un dieu. Je fais des fautes d'orthographe, c'est un loi. Donc c'est un dieu, c'est le dieu du feu, en fait. C'est la divinité ou l'énergie du feu, de la guerre et du courage, des combats et de la justice. On peut le représenter avec un type africain, un type haïtien, mais quand un haïtien prie ou invoque Saint-Jacques majeur, on ne sait jamais si c'est Saint-Jacques majeur ou si c'est Ogou-Ferraille. Parce que ça peut être Ogou-Ferraille. Et c'est la même chose, ça c'est le verret de Ogou-Ferraille, c'est la même chose pour Ogou-Gérouge, qui est un autre dieu de la guerre, avec Saint-Georges. On a Erzulie d'Antor, qui est la déesse de la guerre, protectrice des femmes et des enfants, qui correspond à la Vierge Noire. Et on a, ça c'est son verret, et on a Erzulie Freda Dahomey, qui est la déesse de l'amour, de la beauté et de la richesse, qui correspond à la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception. Donc lorsque les esclaves ont été forcés de devenir chrétiens, certains sont devenus chrétiens sincèrement, d'autres sont devenus chrétiens sincèrement tout en restant vaudouisants, d'autres ne sont pas du tout devenus chrétiens, mais dans les deux derniers cas, lorsqu'ils étaient face à l'effigie d'un saint catholique, ils l'associaient à un loi ou à une énergie du vaudou, qui est une religion qui nous vient de l'Afrique. Occupation politique internationale, occupation américaine de 1915 à 1934, justifiée par la doctrine de Monroe, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains. Donc on va avoir une occupation à la même période de Cuba, de la République dominicaine et d'autres pays de la région. Les Haïtiens ont organisé la résistance par les armes, avec Charles Maille-Péral, Rosalvo Bobo, par le vaudou, par le créole, mais aussi par la langue française. Et on a un fait important, par exemple, ceux qui sont de la défense de la langue française ici, devrait porter une attention particulière à cette question. On a Edmond Laforêt, qui est l'un des résistants haïtiens, l'un des intellectuels majeurs haïtiens qui a résisté contre l'occupation américaine de 1915 à 1934. Cette occupation a eu lieu sur cette période-là. Il va, lors d'un affrontement avec les Américains, se suicider en accrochant un dictionnaire Larousse autour de son cou, pour dire son attachement à la langue française. Parce que pendant longtemps, beaucoup d'intellectuels haïtiens ont considéré qu'en acquérant notre indépendance, on a acquis aussi d'un pur droit de nature la langue française, qui est devenue nôtre et qui définit une part importante de notre identité. Donc à l'ONU, rôle d'Haïti par rapport à la francophonie, donc on a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le rapporteur du comité de rédaction, c'était le sénateur haïtien Émile Salo, en 1948. Et la délégation haïtienne a beaucoup pesé pour faire du français, c'est reconnu. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur le sujet, en matière de géopolitique, pour faire reconnaître la langue française à côté de l'anglais comme langue de travail de l'ONU. C'était en 1945. Parce qu'à cette époque-là, la France, on va dire le Canada, le Québec, la Belgique, après, il n'y avait pas d'autres pays francophones. Tous les autres pays qui aujourd'hui sont francophones, en réalité, étaient des colonies. Donc, et Haïti, par ses relations particulières avec les États de l'Amérique latine, a pesé pour que le français passe comme langue de travail. Donc, aujourd'hui, bon, à cette époque, du coup, Haïti jouissait encore d'un grand prestige sur le plan moral et était sur la voie d'un certain développement. Cependant, on a eu l'exposition universelle à Port-au-Prince en 1949, mais Haïti va rater le train du développement avec l'avènement d'une dictature féroce de 1957 à 1986, de 30 ans, c'est la dictature des Duvaliers, et ensuite qui sera suivie par une période, on va dire, démocratique, à partir de 1987 avec une nouvelle constitution, mais qui est en réalité une période d'instabilité politique majeure et qui explique aussi la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Donc, crise politique, sociale, économique et sécuritaire.
Donc la chute des Duvalier, c'est en 1986. 1987, on va avoir une nouvelle constitution qui va dépouiller, c'est l'expression qui a été utilisée, qui va arracher quelque temps au président de la République, parce que le président de la République avait beaucoup de pouvoir, donc on va créer un parlement bicaméral avec un président par rapport au régime précédent qui est très affaibli. Ça va entraîner aussi, ce régime va être marqué par une instabilité politique chronique et des coups d'État à répétition. Donc, avec de nombreux scandales en matière de détournement de fonds publics, donc on parle de Petro-Caribé, on ne va pas s'étendre là-dessus, avec une crise électorale à répétition, des élections qui se sont contestées en 2001, en 2015, et des violations répétées de la Constitution. Par exemple, dans la Constitution haïtienne de 1987, il est prévu un conseil électoral permanent qui puisse être du coup indépendant par rapport aux différents pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Or, à aucun moment, depuis 1987, on a institué cet organe important qui doit être permanent, qui doit être indépendant pour organiser les élections. Et à chaque élection, à la veille de chaque élection, le pouvoir en place, tout dépend, peu importe le groupe qui est au pouvoir d'ailleurs, va créer un nouveau conseil électoral provisoire en plaçant ses pions pour pouvoir contrôler l'appareil électoral et gagner les élections. Et il y a aussi un conseil constitutionnel qui est prévu dans la Constitution qui n'a jamais été mis en place. J'ai pris ces deux organes qui sont majeurs, mais il y a beaucoup d'autres organes qui n'ont jamais été mis en place concrètement par les différents pouvoirs qui se sont succédés. Et il y a eu aussi des conflits d'interprétation répétés de la Constitution. Et un exemple majeur, c'est le conflit sur la durée des mandats. Le conflit sur la durée des mandats qui oppose une conception mathématique de la durée des mandats des élus à une conception constitutionnelle, ce qu'on appelle le cycle constitutionnel de la durée des mandats. Selon ce qui a été prévu dans la Constitution, il devait y avoir un cycle constitutionnel, c'est-à-dire il y a une date précise à laquelle les élections doivent être organisées et à laquelle les mandats doivent commencer à courir. Par exemple, je vais donner l'exemple pour Jovenel Moïse, par exemple. Les élections auraient dû être organisées en 2015. Il aurait dû, le président Jovenel Moïse, rentrer en fonction en 2016. Et du coup, son mandat de 5 ans aurait dû prendre fin en 2021. Ça, c'est l'interprétation stricto sensu qui correspond à la vision, on va dire, littérale, à la lettre de la Constitution de 1987. Mais le problème, c'est qu'avec tous ces problèmes, à la fois politiques, économiques, institutionnels, des fois, on n'arrive pas à organiser les élections à temps. Et en 2015, on a organisé des élections qui ont été contestées. Jovenel Moïse avait gagné le premier tour des élections, mais les élections ont été contestées. Du coup, on a dû organiser à nouveau de nouvelles élections en 2016. Donc Jovenel Moïse accède au pouvoir, il prête serment, je crois, en 2017. Donc Jovenel Moïse se dit, moi je suis président de la République pour 5 ans. Je prête serment en 2017. Donc mon mandat expire en 2022. C'est une conception mathématique de la durée du mandat présidentiel. En revanche, le problème, c'est que dans la Constitution, il est écrit qu'il y a un cycle constitutionnel, que Jovenel Moïse aurait dû prêter serment en 2016, parce que les élections auraient dû être organisées en 2015. Donc du coup, il y a un conflit d'interprétation entre ces deux conceptions, d'autant que ce même débat existait aussi pour les sénateurs et les députés. Et à un moment donné, parce que les élections n'ont pas pu être organisées à cause des manifestations, à cause de la contestation politique et de l'opposition violente de certains groupes au pouvoir en place, les sénateurs, leur mandat est parvenu à expiration. Et leur mandat était parvenu à expiration pour le dernier tiers du Sénat, suivant la conception, on va dire, du cycle constitutionnel. Et le président à l'époque, c'était en 2020 ou en 2021, je crois, a retenu cette conception du cycle constitutionnel. Et il a prononcé la fin des mandats du président et il a déclaré que le Parlement était caduc. Maintenant, en 2021, donc à partir de 2020, il dirige par décret. Il n'y a plus de Parlement. Maintenant, à partir de 2021, les sénateurs l'attendaient au tournant. Les sénateurs ont dit, vous avez mis fin à notre mandat selon la Constitution.
selon la conception du cycle constitutionnel, nous, on va appliquer cette même conception pour votre mandat. Donc vous êtes président jusqu'en 2021, pas jusqu'en 2022. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir en place dit non. Le modèle du président est de 5 ans, il va jusqu'en 2022. Et c'est là où une crise majeure sur l'interprétation de la durée du mandat va se cristalliser, et jusqu'à l'assassinat du président de la République en juillet 2021. Donc il est mort le 7 juillet 2021 à Pétionville. Donc il a été assassiné chez lui par des mercenaires dont la plupart, je ne crois plus de 20, environ 28 si je me trompe, sont des anciens membres de l'armée colombienne. Et apparemment, l'opération a été planifiée aussi à Miami, donc c'est la région. C'est-à-dire on est parti recruter en Colombie, et puis il y a eu une préparation, on va dire presque logistique, qui a été faite à partir de Miami, et le président a été assassiné dans sa résidence privée à Pétionville. Ce qui montre aussi qu'on était, ou qu'on est encore dans une période d'instabilité, mais surtout d'insécurité majeure, si bien que le chef de l'État peut se faire assassiner dans sa résidence privée. Donc pendant toute cette période, à partir de 1987, on a eu une chute de la production nationale et une décomposition du tissu économique par la fermeture, ou plutôt la privatisation de beaucoup d'entreprises nationales importantes, comme par exemple Simon d'Haïti, la minoterie, la Téléco qui a été privatisée et rachetée par un groupe vietnamien. Ensuite, on a aussi une faiblesse de l'État en raison de la pression fiscale qui est très basse, 5,7% par exemple en 2021 et 2022. Si on compare avec la République dominicaine, moi je fais des comparaisons, pourquoi on a occupé la République dominicaine pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, ils sont meilleurs que nous. Moi j'aime bien faire cette comparaison pour voir où on aurait pu être si on avait bien géré notre État. Donc la pression fiscale en République dominicaine est de 14,5%. Ensuite, absence d'infrastructures de base, pas de système ferroviaire, alors qu'on en avait un jusqu'en 1970. On avait un système ferroviaire qui ouvrait tout le territoire national, depuis les années 30 d'ailleurs, et à partir de 1970, on n'a plus rien. Et on a peu de routes et il y a beaucoup de zones qui sont enclavées. L'énergie électrique, actuellement, en ce moment, moi j'ai des amis en Haïti qui me disent que pendant des périodes de 2 à 3 mois, ils sont privés d'électricité. Sauf si vous avez les moyens de vous procurer certaines infrastructures, comme des panneaux solaires, mais que vous mettez chez vous, pour pouvoir avoir l'électricité. Les infrastructures portuaires, donc il y a des ports internationaux qui sont ouverts au commerce international, le Cap et Port-au-Prince. On parle du port de la Fito aussi, qui est un port Panamax en Haïti. Mais il y a 18 ports, au moins, qui sont dépourvus de cabotage et qui, en réalité, ne fonctionnent pas vraiment. Alors qu'on est dans un pays où vous avez vu sur la carte, tous les chefs-lieux de tous des 10 départements, ou des 9 départements sur 10, sont des villes côtières. Donc, auraient pu être des points d'ouverture sur le commerce international. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un port Panamax? C'est un port, en fait, qui est aux normes internationales, qui permettent de recevoir, on va dire, des bateaux qui sont aux normes du canal de Panama. Ce qu'on appelle Panamax, en fait. C'est une comparaison par rapport au canal de Panama, en termes de capacité. Deux aéroports internationaux, au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince. Infrastructure de santé, pourquoi je mets l'hôpital général? C'est parce que pendant une bonne période, l'hôpital général, les gangs avaient pris le contrôle de l'hôpital général à Port-au-Prince. C'est-à-dire le plus grand hôpital du pays. Donc vous imaginez, dans la métropole de Port-au-Prince, les gangs, je crois qu'avec Gary Coney, en 2023, en 2024, on a repris l'hôpital général, mais on l'a repris en décomposition totale. Et je pense qu'ils sont en train de refaire les travaux, mais pendant un temps, les gangs avaient le contrôle de l'hôpital général. Parce que les gangs contrôlent plus de 80% du territoire de la capitale. Et une partie du territoire du département de l'Artibonite. Le reste du pays est hors de contrôle des gangs. Taux d'alphabétisation 60% selon l'Institut de statistique de l'UNESCO en 2024.
Donc si on fait une comparaison avec la République dominicaine, plus de 91% de taux d'alphabétisation. Autre comparaison avec la République dominicaine, en Haïti par exemple, le PIB était de 19 milliards de dollars US sur l'exercice fiscal 2023-2024. Si on compare avec la République dominicaine, 126 milliards US, c'est-à-dire 6 fois le PIB d'Haïti. Si on compare avec la République dominicaine pour le PIB par habitant sur la même période, donc en Haïti, c'est 1200 dollars par habitant. En République dominicaine, c'est plus 9255 dollars par habitant. C'est-à-dire presque 10 fois le PIB par habitant. Espérance de vie, 64 ans, 90% de taux de gestation. Classement par la Banque mondiale, c'est le pays le plus pauvre de la région Amérique latine et Caraïbes, pas le pays le plus pauvre du monde, parce que j'ai déjà entendu certaines personnes le dire. IDH en 2022, 0,55, 158e du coup, indice de développement humain, rang sur 193 États. La République dominicaine est 92e. Vous voyez la différence. C'est-à-dire Haïti a un indice de développement humain qui est faible ou moyen, tandis que la République dominicaine a un indice qui est élevé. Après, il y a l'indice qui est au-dessus, qui est très élevé, c'est les pays comme les grandes puissances, les pays très développés. Donc j'ai mis le tableau, ce sont les derniers chiffres du rapport de mars 2024 des Nations Unies. Donc dépréciation de la monnaie à travers le temps. Avant 1986, 1 dollar US, c'était 5 gourdes, c'est notre monnaie. Si bien que pendant longtemps, quand un Haïtien a 5 gourdes, il vous dit j'ai 1 dollar. Tandis qu'aujourd'hui, 1 dollar, c'est 131 gourdes. Et 1 euro, c'est 136 gourdes. Donc vous imaginez, depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, en l'espace de 30 ans, en l'espace de 40 ans, comment on peut tuer une économie en fait. Merci, appauvrir. Balance commerciale déficitaire. Donc vous avez 105 000 millions d'exports et l'import, c'est import 682 millions. Donc par rapport à la France, donc, on est déficitaire en termes de balance commerciale, puisqu'on a une exportation de la France vers Haïti de 40 millions en 2023, et sur la même période, des importations françaises depuis Haïti de 20 milliards. Donc il y a une différence de exactement. Ensuite, principaux clients, donc 83% des exportations haïtiennes, c'est avec les Américains. Et les principaux fournisseurs, ce sont les États-Unis et la République dominicaine. Donc l'inflation, donc vous voyez en 2023, 43% d'inflation, alors que l'inflation a été à 27% en 2022. Donc vous imaginez dans quelles conditions vivent les gens aujourd'hui en Haïti. Pourquoi cette difficulté? Parce que Port-au-Prince, Haïti, c'est un État très centralisé. Politiquement, économiquement, culturellement, administrativement. Pour faire son passeport, il faut aller à Port-au-Prince. Même si vous habitez dans une ville de province. Peu importe où vous êtes, vous vous trouvez sur le territoire national. Du coup, les provinces ou les autres départements subissent le blocage ou le blocus qui est imposé à Port-au-Prince par les gangs. Moi, j'ai un ami qui fait partie des membres dirigeants d'un symposium des chambres de commerce du Grand Sud. Il me dit, cela fait plus d'1 an que j'ai une ferme de cerises. Les cerises sont en train de pourrir parce que je ne peux pas aller à Port-au-Prince pour écouler mes produits. Du coup, dans le Grand Sud, ils se sont organisés pour militer, pour demander à ce qu'on réouvre les ports des autres départements. Et c'est ainsi que, après le symposium, ils se sont organisés un consortium de plusieurs chambres de commerce du Grand Sud. Et récemment, le 7 janvier, on a inauguré l'ouverture d'un nouveau port, le port de Saint-Louis du Sud, dans le sud d'Haïti. Et ce port-là va pouvoir recevoir et commercer, avec l'extérieur. Donc l'idée, c'est, à travers ce symposium et ce consortium, puisque je discute régulièrement avec eux, c'est d'adopter la stratégie qui a été adoptée à la Jamaïque à un moment donné, lorsque des gangs, avec
avait pris le contrôle d'une bonne partie de la capitale, on avait décidé de faire le commerce international à partir des autres points du territoire du pays. Donc c'est peut-être une issue possible, c'est peut-être une voie possible en ouvrant des ports dans les autres départements du pays, en décentralisant, en ouvrant des aéroports internationaux et laisser les gangs d'eux-mêmes en fait, combattre les gangs à Port-au-Prince, mais en même temps leur enlever cette influence qu'ils ont sur l'économie haïtienne. Donc vous comprenez, tout ce climat-là entraîne une fuite des cerveaux. Vous pouvez aller regarder un film qui s'appelle Ghost of Cité Soleil, qui est un film documentaire dans lequel participe une star haïtienne très connue qui s'appelle Wyclef Jean, qui est l'un des fondateurs du groupe Fujis, qui s'appelle Ghost of Cité Soleil, où on parle des bidonvilles à Port-au-Prince et du phénomène de ce phénomène qu'on appelle les bandits. Donc on va utiliser les populations affaiblies, les populations en précarité, en situation de précarité, à des fins de violence politique et économique. Et, à un moment donné, ces populations des bidonvilles qui vont être armées, soit par des hommes d'affaires ou par des hommes politiques, vont revendiquer leur propre autonomie. Et ce sont ces populations-là qui ont été manipulées, qui aujourd'hui s'organisent. Par exemple, les gangs ont créé des fédérations de gangs en Haïti, avec des chefs et des sous-chefs. Et aujourd'hui, il y en a même un, il y a un mouvement qui s'appelle Vivre Ensemble, qu'on appelle Barbecue, qui en réalité s'appelle Jimmy Cherizier, qui récemment a déclaré que son organisation, qu'on appelle Vivre Ensemble, qui est un groupe de gangs, une fédération, devient, à partir de maintenant, il l'a déclaré cette année, un parti politique. C'est-à-dire avec l'ambition, peut-être, de participer aux élections. Je pense que cela ne se fera pas, mais en tout cas, ils ont eu quand même l'audace d'avoir cette prétention. Pour vous montrer jusqu'où la situation jusqu'à combien la situation s'est aggravée. Donc, l'un des facteurs majeurs de cette situation-là, c'est le fait qu'on a démobilisé les forces armées d'Haïti en 1995. C'est-à-dire en 1995, alors que la Constitution prévoit une armée, des forces armées, une marine, une armée de terre, une armée de l'air, eh bien, en 1995, parce que l'armée avait fait un coup d'État en 1991, au lieu de réformer l'armée, le président Aristide a décidé tout simplement de démobiliser l'armée. L'armée a été recréée, a été recréée en 2017 par Jovenel Moïse, mais aujourd'hui, les effectifs de l'armée sont très réduits. Je crois qu'on doit avoir 2000 militaires, en fait. Ce qui n'est pas suffisant, en fait. En République dominicaine, ils sont plus de 15 000. Donc, le mode opératoire des gangs, kidnapping contre rançon, fusillade ou assassinat de personnalité, prise d'assaut de quartiers entiers d'où ils chassent les habitants, et ils prélèvent des tribus sur les routes qu'ils contrôlent. Vous êtes en train de passer avec votre voiture, vous devez payer un impôt. Et c'est très rémunérateur, en fait. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc il y a actuellement une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, qui est dirigée par les Kenyans, donc un contingent de 300 policiers kenyans. C'est la résolution 2699 de l'ONU, qui a prolongé leur mandat. Ils sont arrivés en juillet 2024 et leur mandat a été prolongé jusqu'au 2 octobre 2025. Donc, chiffre clé problématique, seuls 400 des 2500 forces sont en place en novembre 2024, parce qu'on avait promis 2500. Il y a un débat actuellement au sein de l'ONU. On se demande s'il faut transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui est une mission d'appui à la police haïtienne et à l'armée haïtienne, en mission de maintien de la paix. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut envoyer des casques bleus qui vont avoir une marge de manœuvre beaucoup plus
grande pour lutter contre les gangs. Et on sait qu'aujourd'hui que la Chine et la Russie s'opposent à la transformation de cette mission en mission de maintien de la paix, mais les débats se poursuivent. Et l'État haïtien souhaite que cette mission soit transformée en mission de maintien de la paix. Donc les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc on a 400 policiers kenyans, 75 soldats guatémaltèques et 8 soldats salvadorains depuis le 3 janvier 2025. Dans l'armée haïtienne, FADH, en 2023, on a 2000 membres actifs. L'armée de terre et le corps d'aviation constituent ces 2000 membres parce que la marine n'existe pas encore, même si constitutionnellement et dans la loi, elle est prévue. Donc le budget, 52,9 millions de dollars US, alors qu'en République dominicaine, on a 44 500 membres dans l'armée. Ils ont une armée de terre, une armée de l'air et une marine de guerre. Et c'est le deuxième État en termes d'effectifs militaires de la Caraïbe. Police nationale d'Haïti, PNH, c'est un personnel de 14 000. Donc vous imaginez 44 500 dans l'armée dominicaine et 2 000 dans l'armée. Alors qu'il y a un peu plus de 100 ans, la République dominicaine était sous occupation haïtienne. Et ont pris leur indépendance à Haïti. Donc vous imaginez un peu le retard accumulé par Haïti. Donc le système de gouvernance, donc depuis l'assassinat du président Jovenel, il y a eu une transition avec Ariel Henry qui est tombé, et depuis on a mis en place un système de gouvernance, de transition, par accord politique. Donc on a mis de côté la Constitution, et on a décidé de gouverner par accord politique, c'est très courant en Haïti. Un conseil présidentiel de transition, qui a pris ses fonctions le 12 avril 2024, qui est constitué de 9 conseillers présidents, dont 7 votants, pardonnez-moi, et 2 observateurs, qui vont assurer les responsabilités de la présidence. Et comme si l'instabilité n'était pas assez, l'instabilité que l'on vit n'était pas suffisante, on a décidé que tous les 3 à 5 mois, un conseiller président va assurer la fonction de président du conseil présidentiel. C'est ainsi que, depuis avril 2024, on a déjà eu 2 présidents du conseil présidentiel. Avec Edgar Leblanc qui a été président du 30 avril 2024 jusqu'au 6 octobre 2024, donc un peu moins de 5 mois, et Leslie Voltaire depuis le 7 octobre 2024. Et après, dans 3 ou 4 mois, ce sera quelqu'un d'autre du conseil. Donc un gouvernement qui est formé d'un Premier ministre et de ministres et secrétaires d'État qui sont nommés par le CPT, et depuis le 12 avril 2024, on a déjà nommé deux premiers ministres. Donc on a déjà passé 2 présidents et 2 premiers ministres. Gary Conille, qui a été nommé le 29 mai 2024, et Alix Fils-Aimé le 10 novembre 2024. Donc, dans le CPT, au début, parce qu'en fait, les rapports personnels sont très prégnants dans la politique haïtienne, mais on peut dire au début, c'est-à-dire au début du CPT, on pouvait considérer qu'il y avait un pôle majoritaire qui était constitué des conseillers présidents Smith-Augustin, Emmanuel Vertillaire, Louis Gérard Gilles et Edgar Leblanc-Fils, un pôle minoritaire, Leslie Voltaire, Fritz Jean, Laurent Saint-Cyr. Et les membres observateurs, Régine et Abraham et Frinel Joseph. Leur mandat va jusqu'au 7 février 2026. Et l'une de leurs missions majeures, c'est de démanteler, d'isoler et de consolider, démanteler les gangs, les isoler et consolider la présence des forces haïtiennes et des forces des pays amis sur les territoires qu'ils auront conquis, ou repris aux gangs. Pas de parlement, puisqu'il n'y a pas d'élection, pas d'élus locaux. Donc les maires maintenant sont nommés, alors que la Constitution prévoit une élection. Instabilité gouvernementale, je dis à l'intérieur de cette instabilité, parce qu'on a deux premiers ministres en l'espace de moins de 10 mois. Et il y a un scandale, il y a eu des scandales de corruption, dont le plus connu, c'est celui qui pèse sur 3 membres du CPT, Smith-Augustin, Emmanuel Vertillaire, Louis Gérard Gilles. Ce sont 3 conseillers présidents qui font partie du bloc majoritaire de départ, avec Edgar Leblanc, qui sont accusés de corruption, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, et l'ILCC, qui est l'unité de lutte contre la corruption en Haïti. Il y a M. Bianpika qui est là, qui est de la haute autorité de lutte contre la corruption, dont je salue la présence, et qui représente le président de la haute autorité de lutte contre la corruption du Congo-Brazzaville, qui a fait spécialement le déplacement, parce qu'il sait qu'en Haïti, il y a beaucoup de problèmes de corruption, et nous, on travaille beaucoup avec la HALC, on mène beaucoup de réflexions sur ce sujet avec eux, et qui ont fait le déplacement pour cette conférence parce qu'ils savent qu'il y a un point important
commun entre Haïti et le Congo-Brazzaville. Je salue sa présence et à travers lui la présence du président Olita Omongo. Donc il y a un rapport qui a été publié par l'ILCC et qui recommande en fait la mise en mouvement de l'action publique. Mais pour l'instant, les 3 conseillers qui ne sont pas impliqués, j'ai mis impliqués, qui sont accusés, sont encore en poste. Donc il n'y a pas de procès pour l'instant, il n'y a pas de condamnation. La suite qui est envisageable. Il y a un arrêté présidentiel, donc du Conseil présidentiel de transition du 19 juillet 2024, qui a mis en place un nouveau conseil électoral provisoire, qui doit organiser les élections pour qu'on puisse avoir un nouveau président élu le 7 février 2026, et un nouveau parlement également, je ne l'ai pas mis, qui doit consulter en vue de la révision de la Constitution. Il y a une première consultation qui est terminée, mais ce n'est pas terminé, parce qu'on doit faire aussi une conférence nationale. Et cette conférence nationale sera pilotée par un comité de pilotage de 9 membres qui ont été nommés en juillet 2024 et installés en août 2024. Et ce comité de pilotage, quel est son travail? Le calendrier, le comité qui a été nommé et installé en juillet et installé en août 2024, à compter, ça c'est ce que dit le décret, parce que moi j'ai lu le décret dit à compter de la nomination, de l'installation du comité de pilotage, dans un délai de 3 mois, le comité de pilotage doit avoir terminé les travaux, les assises de la conférence nationale, c'est-à-dire la consultation et le débat avec les différents secteurs, et remettre le nouveau projet de constitution au CPT. Aujourd'hui, on est en janvier, août, c'est en 2024. Donc le calendrier n'a pas été tenu. Donc je comprends peut-être parce qu'il y a beaucoup, c'est très difficile en Haïti, parce qu'on est dans un contexte d'insécurité majeure. Et ensuite, une fois que ce nouveau projet a été présenté au CPT, il sera soumis au peuple pour adoption par référendum, et ensuite on publiera la nouvelle constitution. Donc cette étape devrait permettre, selon le CPT et le gouvernement, de sortir au moins de la crise politique avec l'avènement d'une nouvelle constitution et d'un gouvernement légitime, capable de mener le pays sur la voie de la stabilité politique et du développement. Donc, quelles pourront être ces pistes de développement? Pistes de développement, bon, il y en a tellement. Moi, je donne mon avis à travers cette partie. Parce que... Donc, moi, à mon avis, il faudrait d'abord qu'il y ait 2 préalables. Avant même de parler de pistes de développement, 2 préalables qui, pour moi, sont majeurs. C'est la résolution de la question de la sécurité. Et puis le lancement immédiat d'une réforme de l'éducation nationale. Parce qu'on ne pourra jamais construire un pays sans sécurité, mais on ne pourra jamais non plus construire un pays sans une réforme ou un système éducatif de qualité, parce que la vraie richesse, ce sont les hommes et les femmes. Je pense qu'il nous faudrait une mission d'appui ou une mission de maintien de la paix, peu importe, mais il faudrait recruter au sein de la PNH et de l'armée haïtienne. Il faudrait instaurer un service militaire obligatoire d'1 an ou de 2 ans pour redonner aux Haïtiens le sens du service, puisqu'on l'a perdu. Le rêve de tout Haïtien, c'est de partir à l'étranger. Ce n'est pas de revenir au pays. Et peu de jeunes décident de rester pour mener le combat. Et avec un programme que l'administration Biden a mis sur place qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Humanitarian Power, qui permet à tout Haïtien ou à toute personne d'ailleurs étrangère, d'origine étrangère ou même qui n'est pas d'origine étrangère, de parrainer une autre personne pour qu'elle puisse venir aux États-Unis et avoir les papiers et travailler. Et il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont partis. Donc la fuite des cerveaux s'est intensifiée. Donc redonner aux Haïtiens le sens du service, et permettre aussi, parmi les militaires qu'on va recruter et qu'on va former, que ces militaires-là puissent aller sur les théâtres ou puissent participer aux missions de maintien de la paix à travers le monde. Parce que je pense que c'est conforme à l'idée de départ de la fondation de cet État et de cette nation. C'est-à-dire cette idée que l'Haïtien doit défendre la dignité partout à travers le monde. Il faut redonner aux Haïtiens ce sens du service et ce sens de l'idée fondatrice qui a été promue par les pères de la patrie. Pas de négociation avec les gangs,
il faut les soumettre, et ensuite il y a une possibilité de discuter et de négociation. Pour moi, il y a 3 étapes. Les gangs se soumettent d'abord, parce que l'État ne peut pas négocier avec des gangs. Ensuite, une fois que les gangs se seront soumis, à ce moment-là, on pourra engager un processus de réconciliation nationale. Donc d'abord, la reddition, parce que l'État doit garder en tout La maîtrise. et toujours le monopole de la violence légitime. Et ensuite, on rend justice, et ensuite on pourra parler de réconciliation. Et faire du métier de policier et de militaire l'un des métiers les mieux payés de la République. Et en même temps aussi faire du métier d'enseignant et de professeur l'un des métiers les mieux payés de la République. Et je demande à ce que la diaspora et les Haïtiens de bonne volonté, mais les amis d'Haïti aussi, puissent faire un effort financier en ce sens. Je pense que la diaspora qui souhaite revenir au pays peut, s'il y a un gouvernement qui est légitime, s'il y a un gouvernement qui rend des comptes, s'il y a un gouvernement stable, accepter de mettre la main à la pâte pour aider à un financement substantiel de ces 2 points que je viens d'évoquer. On est quand même 3 ou 4 millions de personnes dans la diaspora par rapport à 11 millions qui sont sur le territoire national. Alors que, en réalité, l'État haïtien ne fait pas grand-chose pour intégrer politiquement et économiquement la diaspora. Et étant donné qu'en Haïti, le droit de la nationalité repose sur le droit du sang, je pense que si l'État haïtien a une politique proactive en matière de démographie pour aller chercher les enfants de la diaspora de la 3e, de la 4e, de la 5e, de la 6e, de la 10e génération, que ce chiffre de 3 ou 4 millions pourra se transformer peut-être même en 10 millions. Il y a des Haïtiens partout. Depuis les années 1957, avec l'avènement de la dictature, on n'arrête pas de partir à l'étranger. Au Chili, aux États-Unis, en Asie, en Europe, n'en parlons pas, et en Afrique. Donc, intégrer la diaspora, ouvrir le pays à la diaspora, mais aussi aux entreprises étrangères qui veulent bien venir s'installer en Haïti. Régler le problème de la santé avec des hôpitaux de référence et, comme je l'ai dit tout à l'heure, régler le problème de la diaspora. Il y a un semblant d'effort qui est mis en place, ou un effort, parce que je ne sais pas ce que ça va donner, par le gouvernement haïtien, mais je suis très favorable à cette initiative qui s'appelle le HBA, qui est en cours de mise en place, à travers laquelle le CFI, qui est le Centre de facilitation des investissements en Haïti, va confier à des Haïtiens de la diaspora le titre de Haitian Business Advocate et la mission sur chacun des territoires où il y a des Haïtiens de la diaspora, d'aller défendre auprès des Haïtiens de la diaspora, mais aussi auprès des acteurs amis d'Haïti, étrangers, la marque pays. Et défendre Haïti comme une destination où l'investissement étranger pourra prospérer. La diaspora aussi peut être un facteur dans la construction d'une véritable diplomatie haïtienne. Nous avons des personnalités de la diaspora haïtienne qui se revendiquent haïtiens, parce que non seulement ils sont nés, ils ont grandi en Haïti, mais ils revendiquent leur haïtianité. Comme par exemple Michael Jean, comme par exemple Wyclef Jean, dans le domaine, dans le domaine culturel, ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez Anis Nesadieu, qui est chevalier des arts et des lettres ici en Ile-de-France. Elle revendique son haïtianité. Partout où elle passe, elle dit « je suis haïtienne ». Et elle participe beaucoup à la vie de la communauté haïtienne de France. Donc j'ai déjà parlé de l'inauguration, donc ouvrir les ports à nouveau. Donc j'en ai déjà parlé, j'ai anticipé. Je pense que l'un des facteurs importants aussi, il faut un régime politique stable. Pendant longtemps en Haïti, on a eu un président qui devait présenter un premier ministre, nommer un premier ministre, désigner un premier ministre, demander au Parlement de valider le choix de ce premier ministre. Et je peux vous dire, des fois, un président arrivait au pouvoir, il mettait des fois 6 mois pour pouvoir former un gouvernement, nommer un premier ministre et former un gouvernement.
Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, comme il n'y a pas de majorité stable au Parlement, et comme il y a une forte corruption, non seulement on n'arrive pas à dégager une majorité pour donner un vote de confiance, valider le choix du président, mais en même temps aussi, beaucoup de parlementaires monnaient leur vote. Si vous voulez que je valide le Premier ministre qui a été choisi, il faut donner temps, il faut donner temps. Et c'est ainsi qu'on rentre dans un cycle vicieux, en fait, qui consiste à dire qu'on a un président qui a la responsabilité de garantir, d'être le garant des institutions, mais en même temps, on ne lui donne pas les moyens de sa politique, et on ne lui donne pas les moyens non plus de répondre aux promesses électorales qu'il fait, dans la mesure où il ne peut même pas nommer un gouvernement qui va exécuter le programme sur lequel il aurait été élu. Donc du coup, moi, je suis pour un pouvoir exécutif fort, mais légitime, qui puisse inscrire les intérêts supérieurs de la nation dans le temps long, et laisser d'autres pans de l'économie, du social, de la politique, à la politique quotidienne et politicienne. Un président qui aura le temps de faire ce travail, d'inscrire les intérêts supérieurs de la nation dans le temps long, à travers un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Pourquoi je précise un mandat de 5 ans renouvelable une fois et la possibilité de faire 2 mandats de suite? Parce qu'en Haïti, depuis 1987, un président ne peut pas faire 2 mandats de 5 ans de suite. C'est-à-dire, si vous êtes président pendant 5 ans, il faut faire une pause avant d'être à nouveau candidat à la présidence. Mandat unique. Cela rajoute, pour moi, à l'instabilité politique. Un Premier ministre ou un vice-président qui ne soit pas responsable politiquement devant le Parlement. C'est-à-dire qu'il est nommé, il est évoqué par le président. Et il faut en prendre une. Pour éviter ce qu'on a connu. Ensuite, un président, bon, en tout cas qui est conscient, mais ça, à un moment donné, en politique et en droit constitutionnel, il y a un moment où il y a un niveau où seule la dimension et la personnalité des autorités suprêmes comptent. Donc j'espère un président qui va se conformer à l'identité historique de la nation, c'est-à-dire conforme mais à la révolution haïtienne, c'est-à-dire aux valeurs de la dignité humaine et du partage et de la redistribution des richesses. C'est-à-dire, l'État haïtien a été créé dans quelles conditions, dans quel contexte? On avait un groupe d'hommes qui s'était déshumanisé en chosifiant, en réifiant un autre groupe d'hommes qu'ils ont déshumanisé. Et c'est là le départ de la révolution haïtienne. C'est une révolution qui a été faite pour la dignité humaine et pour faire en sorte que chaque être humain puisse bénéficier de tous les attributs à la fois matériels, culturels, intellectuels, spirituels, qui feront sa dignité. Donc je ne conçois pas un État haïtien sans une politique, une fois qu'on a atteint le développement et la croissance et le développement, de partage et de redistribution des richesses qui puisse permettre d'éradiquer aussi ce phénomène de gang. Parce qu'il faut le dire, les gangs, effectivement, ils ont commis des actes qui sont répréhensibles. Et il faut les juger pour ces actes-là. Mais en même temps, ils sont le produit aussi d'un système où on a un pan entier de la population qui se retrouve privé des éléments de base nécessaires à leur dignité humaine. Ils vivent dans des bidonvilles, ils sont privés d'éducation, de soins de santé, ils sont privés parfois du pain quotidien. Donc à un moment donné, ils sont manipulables par certaines forces, soit de la criminalité internationale, ou de la politique nationale, ou du milieu des affaires. Mais je crois aussi dans des éléments de démocratie impérative au niveau des assemblées parlementaires, avec une démocratie participative, c'est-à-dire entre les assemblées et la société civile, il faut qu'il y ait un travail de consultation perpétuelle pour l'élaboration des lois et le contrôle du travail du gouvernement. Mais au sein de cette démocratie, au sein de ce débat, des éléments de stabilité forts
pour pouvoir construire l'avenir sur le temps long. Aujourd'hui en Haïti, il y a des avantages incitatifs qui existent et qui ont été mis en place dans le cadre du Code des investissements qui a été adopté en 2022. Donc, si on parle de pistes et de perspectives de développement, donc si vous êtes une entreprise étrangère ou même une entreprise haïtienne, vous voulez investir, voici des secteurs dans lesquels l'État haïtien a mis en place toute une série d'exonérations fiscales et douanières en matière d'exportation et de réexportation, en matière agricole, en matière industrielle, en matière de tourisme et pour les zones franches. Donc on a une exonération fiscale et douanière, des fois pour 7 ans, des fois pour 5 ans, des fois avec une possibilité de renouvellement ou de prolongation, renouvellement en cas de force majeure dans certains cas, et 5 ans d'exonération fiscale sur les bénéfices des sociétés et sur les dividendes dans certains cas. Bon, après, on peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais je pense que ça va nous amener à rallonger outre mesure la conférence. Par exemple, en matière agricole, il y a une franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d'équipement et de matériel nécessaire à l'installation et au fonctionnement de l'entreprise. Il y a une distance de dépôt de garantie pour les importations en admission temporaire. Donc vous voyez bien, la franchise douanière elle est de 7 ans. Je vais prendre un autre exemple. En Haïti, il y a une production de sucre, de café, de riz qui est, on va dire, traditionnelle, qui est très forte. Il faut savoir que l'Haïti a été le premier exportateur de sucre sur la période de la colonie. Bon, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de pouvoir produire de la canne. Café, qui est très connu. Il y a le café Rebo, haïtien, qui est très connu. Et il y a le vétiver. Haïti est le premier exportateur, encore aujourd'hui, de vétiver. Il y a une plante qui est très prisée en matière de parfum. Par exemple, c'est un secteur dans lequel vous pouvez investir et profiter de ces exonérations fiscales et douanières, et surtout aussi de cette exonération sur l'impôt sur les sociétés et sur les dividendes. L'impôt sur les sociétés, si on compare avec la France, mais en Haïti, on parle de l'impôt sur le revenu des personnes morales. Donc, par exemple, en matière d'énergie renouvelable, il y a une franchise douanière sur les importations de biens d'équipement et de matériel. Par exemple, si vous avez commandé ou importé des biens pour construire des unités de production d'énergie électrique, ou même pour les agrandir, pour les réhabiliter ou les moderniser. Donc, il y a tous ces secteurs-là, les zones franches également. Pour les promoteurs et opérateurs de zones franches, on a ces mêmes dispositions. Il y a quelques différences d'un secteur à l'autre, mais l'esprit général est le même. C'est-à-dire franchise douanière et fiscale, et ensuite dispense d'impôts sur les bénéfices et sur les distributions de dividendes, sur une période de 7 ans ou de 5 ans, ou en tout état de cause. Le textile et l'habillement, c'est un secteur qui est très développé en Haïti, dans la mesure où Haïti bénéficie d'une loi ou de lois du Congrès américain européen qui donne un accès préférentiel unique à Haïti pour exporter les produits de ce secteur aux États-Unis. Et avec la proximité avec les États-Unis, on peut rajouter les coûts de transport et également les délais de livraison qui se raccourcissent. Du coup, c'est un avantage compétitif supplémentaire avec la main-d'œuvre qui n'est pas chère, etc. Donc, voici les secteurs dans lesquels vous pouvez investir en Haïti. Il y a le tourisme également, on va aller un peu plus vite. Donc, Haïti, c'est 790 sites historiques. On a parlé de la citadelle La Ferrière. Le secteur touristique, c'est 68 millions USD en 2021 et 112 500 emplois directs, indirects et induits. On a 100 plages, 111 plages de sable fin. Wow. J'ai rajouté sable fin exprès. Vous voyez, donc venez chez nous. Avec 1700 km de côte et des eaux cristallines. Donc vous avez le site de l'Abadie qui est très prisé parce que c'est un port de croisière et le gouvernement, l'État haïtien considère qu'on peut en ouvrir 11 autres sur le territoire national. Il n'y en a qu'un seul. Donc je vais vous montrer des photos, donc ça va aller très vite.
parce que donc, je vais vous montrer les photos. Donc ça, c'est pour les sites historiques. C'est la citadelle de la Ferrière, on l'a vu. Par exemple, là, vous avez une grotte qui s'appelle la grotte Marie-Jeanne, qui est la plus grande et la plus longue grotte des Caraïbes, dans le sud, à Port-à-Piment. Vous avez aussi la cuisine haïtienne, la soupe Joumou, qui est inscrite depuis 2022 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ensuite, vous avez la Badi dont je vous ai parlé. La Badi, port de croisière, c'est 650 000 croisiéristes en 2022. Donc on y retrouve par exemple les paquebots de la Royal Caribbean, qui est une compagnie, je crois, états-unienne. Par exemple, ça c'est une photo que j'ai prise quelque part. Voilà, vous avez une autre photo, c'est encore la Badi. Et vous avez, ça c'est une plage de Jacmel, moi je viens de Jacmel, et je pense qu'on va finir sur Jacmel. Jacmel c'est la ville du carnaval, c'est la ville des peintres, des artisans et des poètes. J'ai mis Jérémy à côté parce que Jérémy c'est aussi la ville des poètes. Donc je vois des Haïtiens dans la salle qui font Hoche la tête. un signe de la tête pour me dire que si vous n'aviez pas dit Jérémy, on vous aurait crucifié par la suite. Non, à la fin de la conférence. Jérémy aussi c'est la ville des poètes, il y a de grands poètes qui viennent de Jérémy et de grands poètes qui viennent de Jacmel. Donc ça c'est une plage à Jacmel. À Jacmel, il y a des maisons anciennes, préfabriquées, qui datent des fois de l'époque coloniale. Ça c'est à côté, c'est pas très loin de chez moi, en tout cas c'est pas très loin de chez mon grand-père. Donc vous avez une autre photo aussi que je vais vous montrer, que j'aime beaucoup. Attendez, ça n'avance plus. Ça c'est le manoir Adriana, qui se trouve à Jacmel, pas très loin de l'hôtel de ville, de la mairie. Le manoir Adriana, encore une fois, de l'intérieur, qui est l'une des maisons anciennes de Jacmel et qui a un lien avec la littérature. Adriana dans tous mes rêves, c'est un roman qui a été écrit par un poète et écrivain jacmélien qui s'appelle René de Pestre. Pour ce roman-là, il a eu le prix Renaudot. Dans ce roman, on parle de la ville de Jacmel, on parle du carnaval de Jacmel, on parle de la zombification. C'est un roman qu'il faut lire en fait. Il a eu le prix Renaudot. Quand on parle de René de Pestre, on dit que sa littérature est empreinte d'érotisme solaire. C'est le terme technique en littérature qui est utilisé. Vous irez voir. Et il vit aujourd'hui à Lézignan-Corbière. Il a environ 95 ou 96 ans. J'ai eu une correspondance à un moment avec lui, juste de lettres, hein, parce que je voulais, avec un ami, créer un prix littéraire du nom de René de Pestre. Et c'est moi qui lui avais adressé la lettre. Je suis fier parce qu'il m'a répondu. C'est un grand nom de la littérature haïtienne et j'ai la lettre où il écrit. Il m'avait dit en grande ambassade, mais en espagnol. Je ne sais plus comment traduire. Donc, un grand abrazo. Grand abrazo. Voilà, grand abrazo. On n'a pas parlé de peinture parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il y a de grands peintres haïtiens. Tout à fait. L'un des mouvements qui est très connu, c'est on parle de peinture naïf, Oui, c'est ça. de l'art naïf, en fait, pardonnez-moi. Et par exemple, ici, j'ai mis la photo d'un tableau d'un peintre jacmélien de Civadier qui s'appelle Préfet Dufaux. Préfet Dufaux, il fait des villes imaginaires. Il peut faire cette ville-là, il vous dit c'est la ville de Paris. Il a un peu, il est dans son délire de peintre. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Jacmel? Ça c'est Bassin Bleu. Donc ça c'est un endroit que vous pouvez visiter à Jacmel. J'ai l'impression que ces gens-là ressemblent à... Les Parisiens. Donc j'ai remis là. Ça c'est le carnaval. Le carnaval de Jacmel est magnifique. Il faut venir voir ce carnaval-là. Ce carnaval peut vraiment être une source de revenus pour la ville de Jacmel. Ces masques que portent les personnes, ce sont des masques qui sont faits à partir de papier mâché par des artisans. Donc là, vous avez ce qu'on appelle Zel Mathurin. C'est un monstre. C'est le même type de monstre. Ça, c'est une jeune beauté jacmélienne. Ça, ce sont des tigres. Vous voyez ici des zèbres. Et ces gens-là se promènent dans la ville. Donc vous voyez un peu dans quelle ambiance j'ai grandi. Donc, dans cette ambiance de carnaval, dans cette ambiance festive, en fait. Donc, toujours le carnaval, ça c'est aussi le carnaval. Et on dit souvent pour le carnaval, parce qu'il y a des groupes musicaux qui prennent les rues, les musiciens jouent en marchant, et toute la foule vient, entoure les musiciens et marche, chante et joue de la musique. Et on dit souvent à cause de ça que le carnaval permet une sorte de mixité sociale, une fusion de la société sans distinction de classe sociale. Parce que tout le monde se trouve dans la rue et tout le monde chante, tout le monde danse
en marchant ou en courant. On appelle ça les bandes à pied. Donc voilà. Donc, on a parlé des pistes de développement d'Haïti, je n'ai pas pu développer ce point, mais écoutez, j'espère qu'il y aura des questions. Mais ce développement doit être conforme à l'esprit de la fondation de la nation haïtienne, c'est-à-dire à cette idée haute de la dignité humaine. Les gangs sont le produit de l'injustice sociale. Il y a un groupe de rappeurs haïtiens qui, dans une de leurs compositions, ont dit cette phrase que j'ai toujours retenue: les nègres affamés mangeront les grands mangeurs. Oui, c'est ce qui se passe en Haïti, c'est-à-dire les nègres affamés. Les grands mangeurs, ce sont ceux qui sont riches, qui ont de l'argent, ou qui dirigent la politique, dirigent les affaires. Eh bien, les nègres affamés dans les bidonvilles sont en train aujourd'hui de manger les grands mangeurs. Et ce groupe de rap s'appelle... Et je finis avec cette citation d'Anténian Firmin. Vous comprendrez qu'il est majeur dans l'histoire d'Haïti. C'est un intellectuel majeur dans l'histoire du monde. Dans son œuvre publiée en 1905, qui s'appelle Monsieur Roosevelt, président des États-Unis et la République d'Haïti, il écrit ceci, et qu'il faut prendre en compte pour le prochain développement d'Haïti. Il dit: dans tous les pays, dans toutes les races, il écrit là en 1905, le progrès ne s'effectue, ne se réalise, ne devient tangible que lorsque les couches sociales inférieures, qui forment toujours la majorité, tendent à monter en intelligence, en puissance, en dignité et en bien-être. Les couches sociales inférieures, qui forment toujours la majorité, tendent à monter en intelligence, en puissance, en dignité et en bien-être. C'est-à-dire l'élite doit toujours tirer ceux qui sont, on va dire, dans les couches sociales inférieures, en intelligence, en puissance, en dignité et en bien-être, toujours les tirer vers le haut, jusqu'à ce que les couches inférieures atteignent le même niveau que l'élite. La vocation de l'élite, c'est de disparaître. Et ensuite de se recréer pour aller encore plus loin. Et ensuite, une fois qu'ils sont plus loin, de tirer à nouveau ces couches sociales vers elles. Et c'est ainsi que l'élite remplira sa véritable vocation en Haïti. Merci. Bravo. Bravo.